Ibrahim Traoré discurse aux côtés de Poutine à Moscou, et sa déclaration choque le monde. Le ciel de Moscou est d'un bleu limpide en ce 8 mai 2025, veille des célébrations du jour de la victoire. L'aéroport international Vnukovo bourdonne d'activités, avec des délégations du monde entier qui affluent pour l'événement. Parmi elles, une en particulier attire tous les regards, celle de Burkina Faso, menée par son jeune et charismatique président, Ibrahim Traoré. L'avion présidentiel touche le tarmac à 14h30 précise. Lorsque la porte s'ouvre et que Traoré apparaît en haut des escaliers, vêtu d'un uniforme militaire impeccable orné de ses médailles, un silence respectueux s'installe brièvement avant d'être rompu par les applaudissements de la délégation russe venue l'accueillir. « Bienvenue à Moscou, Monsieur le Président », déclare en français l'émissaire spécial de Poutine, un homme à la carrure imposante. Le président Poutine est impatient de vous rencontrer. Traoré, 37 ans, le plus jeune chef d'État en exercice dans le monde, descend les marches avec une assurance tranquille. Son regard est perçant, déterminé. Il serre fermement la main de l'émissaire russe. « Je vous remercie pour cet accueil. J'attends avec intérêt ma rencontre avec le président Poutine », répond-il d'une voix calme mais ferme. Une nuée de journalistes se presse derrière les barrières. Les flashs crépitent. Une reporter de France 24 parvient à s'approcher suffisamment pour lui poser une question. « Président Traoré, allez-vous défier le discours de Poutine demain ?» Traoré s'arrête un instant. Un léger sourire se dessine sur son visage austère. Il fixe la journaliste, puis répond simplement « Nous verrons demain. L'Afrique a aussi sa voix dans le concert des nations. » Cette simple phrase déclenche une vague d'excitation parmi les journalistes présents. Les gardes du corps russes et burkinabais resserrent leur formation autour du président, le guidant vers la limousine blindée qui l'attend. En traversant Moscou, Traoré observe par la vitre teintée les préparatifs pour les célébrations du lendemain. Des drapeaux russes ornent les bâtiments, et d'immenses portraits de héros de guerre sont affichés sur les façades. La place rouge est fermée au public, les préparations du défilé militaire battant leur plein. À son arrivée à l'hôtel Ritz-Carlton, situé à quelques pas du Kremlin, Traoré est accueilli par le personnel en grande tenue. Dans le hall luxueux, plusieurs délégations africaines l'attendent déjà. Des représentants du Mali, de la Centrafrique et d'autres nations qui ont renforcé leurs liens avec Moscou ces dernières années. « Mon frère !» s'exclame chaleureusement le ministre malien des Affaires étrangères en l'embrassant. « Toute l'Afrique attend votre discours de demain. » Dans sa suite présidentielle, Traoré reçoit un appel confidentiel de son conseiller spécial resté à Ouagadougou. « Monsieur le Président, les réseaux sociaux s'enflamment. Des vidéos circulent montrant des étudiants africains à Moscou qui se rassemblent avec des drapeaux du Burkina Faso. Ils scandent votre nom. » Traoré s'approche de la fenêtre et contemple la ville illuminée. « Ce n'est pas pour moi qu'ils se rassemblent, » répond-il pensif. « C'est pour l'espoir d'une Afrique qui se tient debout. » À 21h, alors que Traoré étudie les dernières modifications de son discours avec son équipe diplomatique, un appel de la réception l'informe d'une visite surprise. Le président Vladimir Poutine en personne souhaite le rencontrer. Quelques minutes plus tard, Poutine entre dans la suite, accompagné seulement de son interprète et de 2 gardes du corps. L'homme fort du Kremlin, malgré ses 72 ans, dégage toujours cette aura de puissance contenue qui a marqué ses décennies au pouvoir. « Camarade Traoré, » dit Poutine avec un sourire mesuré, « je tenais à vous accueillir personnellement. Demain, vous aurez une place d'honneur à mes côtés lors du défilé. » Les 2 hommes s'assoient face à face, séparés par une table basse sur laquelle ont été disposés du thé et des petits gâteaux russes traditionnels. « C'est un honneur, » répond Traoré. « Mais sachez que je parlerai avec la voix de l'Afrique. Une voix libre qui dira la vérité, même si elle dérange. » Poutine le regarde intensément, puis hoche la tête avec ce qui semble être de l'approbation. « C'est précisément pour cela que vous êtes ici, président Traoré. Les voix authentiques sont rares dans notre monde diplomatique. » Après le départ de Poutine, alors que Traoré se prépare pour la nuit, un membre de son équipe de sécurité lui apporte une enveloppe qui a été glissée sous la porte de la suite. À l'intérieur, un simple message écrit en français « Attention à ce que vous allez dire demain. » Traoré froisse lentement le papier, son visage impassible. « Préparez la dernière version du discours », ordonne-t-il à son chef de cabinet. « Demain, le monde entendra ce que l'Afrique a à dire. » Le 9 mai se lève sur une Moscou en effervescence. Dès l'aube, les rues adjacentes à la place rouge grouillent de monde. Familles russes vêtues de leurs plus beaux habits, vétérans aux poitrines couvertes de médailles, touristes et diplomates venus du monde entier. À 9h30, la limousine présidentielle de Traoré quitte l'hôtel sous haute escorte. Des manifestants pro-africains sont massés le long du parcours, brandissant des drapeaux burkinabais et des pancartes en russe et en français
L'Afrique debout. Traoré, voix de la liberté. Dans la voiture, le président ajuste son uniforme militaire. Ses yeux trahissent une nuit courte, mais son expression est celle d'un homme résolu. Les services de sécurité ont-ils identifié l'auteur de la note? Demande-t-il à son chef de la sécurité. Pas encore, monsieur le président. Les caméras de l'hôtel n'ont rien capté. Cela pourrait être l'œuvre de services occidentaux, ou même un avertissement amical de nos hôtes russes. Traoré acquiesce silencieusement. Il sort de sa poche le texte final de son discours, le parcourt une dernière fois, puis le replie soigneusement. À 10 heures précises, les portes de la place rouge s'ouvrent pour les dignitaires. Traoré est conduit vers la tribune officielle, où Poutine l'attend déjà. Le président russe, droit comme un et malgré son âge, porte un costume sombre et sobre. Il accueille Traoré avec une poignée de main ferme devant une armée de photographes. « Avez-vous bien dormi, président Traoré ?» demande Poutine avec un sourire énigmatique. « Suffisamment pour être prêt pour cette journée historique », répond Traoré, soutenant son regard. À 10h30, les cloches du Kremlin sonnent, annonçant le début des festivités. Le ciel de Moscou est soudain déchiré par le rugissement des moteurs. Une escadrille de chasseurs Sukhoi passe en formation au-dessus de la place, dessinant dans le ciel les couleurs du drapeau russe avec des traînées de fumée. En bas, sur le pavé rouge, commence le défilé militaire. Des milliers de soldats marchent au pas, suivis par une impressionnante démonstration de puissance. Char T-14 Armata, système de défense antimissile S-5 Sens, missiles balistiques intercontinentaux Yar. La puissance militaire russe dans toute sa splendeur. Dans la tribune officielle, Traoré observe attentivement, conscient des caméras du monde entier braquées sur lui. À ses côtés, d'autres dirigeants invités, le président chinois, les leaders de pays alliés de la Russie, applaudissent poliment. Après la parade militaire, vient le moment des discours. Poutine se lève le premier et s'avance vers le podium. Sa voix puissante résonne sur la place rouge alors qu'il évoque l'héroïsme soviétique face au nazisme, la résilience du peuple russe à travers l'histoire et la position de la Russie dans le monde contemporain. La Russie a été invincible et le restera toujours, déclare-t-il avec force. Aujourd'hui, comme hier, nous défendons notre droit à exister selon nos propres termes, contre ceux qui voudraient nous dicter leur volonté. La foule applaudit avec ferveur. Poutine termine son discours en annonçant que, pour la première fois, un leader africain s'adressera à la nation russe lors de cette commémoration, un ami sincère de la Russie, le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Le moment est venu. Traoré se lève sous les applaudissements polis. Il marche d'un pas mesuré vers le podium, conscient de l'importance historique de ce moment. Face à la foule immense et aux caméras qui retransmettent l'événement dans le monde entier, Traoré commence son discours en russe, une attention qui surprend et ravit l'assistance. Merci, Russie. Puis il poursuit en français, sa voix calme mais puissante, traduite simultanément pour le public russe. Je salue avec respect la mémoire des 27 millions de soviétiques morts pour vaincre le fascisme. Leur sacrifice a changé le cours de l'histoire mondiale. La foule hoche la tête en signe d'approbation. Traoré poursuit, son ton se renforçant progressivement. Mais aujourd'hui, en ce lieu sacré pour le peuple russe, je dois aussi rappeler une autre histoire. Celle de l'Afrique, dont les fils ont également combattu lors de cette guerre mondiale, souvent dans l'anonymat et l'oubli. Un murmure parcourt l'assistance. Dans la tribune officielle, Poutine observe attentivement, impassible. Comme la Russie, l'Afrique connaît le prix de la liberté. Comme vous, nous avons résisté à l'oppression étrangère. Comme vous, nous avons été trahis par ceux qui prétendaient être nos alliés. La caméra capte le regard fixe de Traoré, ses yeux brillants d'intensité. La Russie fut invincible, c'est vrai, mais l'Afrique fut silencée. Aujourd'hui, nous parlons. Un silence pesant s'installe sur la place rouge. Dans la tribune, plusieurs dignitaires occidentaux se raidissent visiblement. Aujourd'hui, nous ne venons pas en quémandeurs, mais en partenaires égaux. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu pour les grandes puissances, ni occidentales, ni orientales. Nous cherchons des alliés, non des maîtres. Traoré marque une pause, balayant du regard l'immense place. À ceux qui hier nous colonisaient et aujourd'hui nous font la leçon sur la démocratie, nous n'avons pas oublié. À ceux qui aujourd'hui nous offrent leur amitié, nous l'acceptons, mais les yeux grands ouverts. Son regard se pose brièvement sur Poutine avant de revenir vers la foule. Une nouvelle Afrique se lève, fière de son héritage, consciente de sa force. Comme la Russie, nous défendons notre droit à déterminer notre propre avenir, sans ingérence extérieure. La foule, d'abord hésitante, commence à applaudir. Des affichages géants montrent les visages des spectateurs, Russes ordinaires, soldats,
diplomates étrangers, tous captivés par la force tranquille de ce jeune leader africain. Je tends la main à la Russie, non par opportunisme, mais par respect mutuel. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste. Mais ce monde ne viendra que si nous nous parlons avec vérité et dignité. Traoré conclut son discours par une citation de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987. « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ». Un silence s'installe pendant quelques secondes, puis la place rouge explose en applaudissements. D'abord timide, puis de plus en plus enthousiaste. Les Africains présents dans la foule exultent, scandant le nom de Traoré. Alors qu'il regagne sa place dans la tribune, Poutine se lève pour lui serrer la main. Les caméras captent les paroles du président russe, prononcées à voix basse mais clairement audibles. « Vous avez du courage, et c'est rare dans notre monde ». En l'espace de quelques heures, le discours de Traoré fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, les extraits les plus percutants sont partagés des millions de fois, accompagnés de hashtags comme #AfriqueDebout et #Traoré à Moscou. Dans les rédactions du monde entier, les journalistes s'empressent d'analyser chaque phrase, chaque nuance. CNN diffuse en boucle l'extrait où Traoré déclare que « l'Afrique n'est pas un terrain de jeu pour les grandes puissances ». Sur France 24, un panel d'experts débat passionnément. « Ce que nous avons vu aujourd'hui est extraordinaire », déclare un analyste en relations internationales. Traoré a réussi à faire entendre la voix de l'Afrique sur l'une des scènes géopolitiques les plus importantes, tout en évitant de s'aliéner son hôte russe. C'est un exercice d'équilibriste remarquable. Mais n'oublions pas que c'est aussi un message adressé à l'Occident, ajoute un ancien diplomate français. Lorsqu'il parle de ceux qui hier nous colonisaient et aujourd'hui nous font la leçon, il vise clairement Paris et Londres. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, l'euphorie est palpable. Des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément dans les rues, brandissant des portraits de Traoré et des drapeaux nationaux. Sur la grande place de la Nation, rebaptisée place de la Révolution, un écran géant rediffuse en boucle le discours. Notre président a parlé pour toute l'Afrique. S'enthousiasme Amadou, un étudiant en droit. Pour la première fois, quelqu'un a dit la vérité devant le monde entier, sans peur. Dans les quartiers populaires, on improvise des fêtes. Les tambours résonnent dans la nuit chaude de Ouagadougou, accompagnant des chants à la gloire du capitaine courageux, comme on surnomme désormais Traoré. À Moscou, dans les heures qui suivent le défilé, l'effet du discours est tout aussi visible. Des centaines d'étudiants africains se sont rassemblés près de l'Université de l'Amitié des Peuples, historiquement liée à l'Afrique depuis l'ère soviétique. Ils chantent, dansent, brandissent des pancartes où l'on peut lire en russe et en français « Merci Traoré pour votre courage ». Les médias russes, quant à eux, offrent une couverture favorable mais mesurée. La télévision d'État met l'accent sur les passages où Traoré parle de partenariat avec la Russie, tout en minimisant ses avertissements sur la souveraineté africaine. Dans les couloirs du pouvoir occidental, c'est la consternation qui domine. À Washington, le porte-parole du département d'État est assailli de questions lors de son point presse quotidien. Les États-Unis respectent le droit de chaque nation à déterminer ses propres alliances, déclare-t-il avec une neutralité étudiée. Cependant, nous rappelons que la Russie n'a pas été un partenaire fiable pour de nombreux pays. À Paris, l'embarras est palpable. Le discours de Traoré touche une corde sensible dans l'ancienne puissance coloniale. Le président français convoque une réunion d'urgence avec ses conseillers Afrique. Nous perdons le Sahel, confie une source du Quai d'Orsay à un journal français. Ce discours marque un tournant symbolique. À l'ONU, les ambassadeurs africains célèbrent discrètement. Dans la salle des délégués, l'ambassadeur du Mali prend la parole lors d'une session ordinaire pour saluer le courage du président Traoré qui a rappelé au monde que l'Afrique n'est plus le continent silencieux d'hier. Pendant ce temps, à Moscou, Traoré est devenu l'homme que tous veulent rencontrer. Les demandes d'interview affluent de toutes parts, mais il les décline poliment, préférant se concentrer sur les rencontres diplomatiques prévues. Dans l'après-midi, il reçoit un message personnel de Poutine, une invitation à un dîner privé au Kremlin ce soir même. Pour discuter d'avenir, non de passé, précise le message. Alors que le soleil se couche sur Moscou, Traoré est dans sa suite, en train d'étudier des dossiers économiques avec son ministre des Finances, quand son téléphone vibre. C'est un message de sa mère, restée à Bondocuit, son village natal. « Mon fils, ton père aurait été fier aujourd'hui. Tu as parlé avec son courage et ma sagesse. Que Dieu te protège. » Pour la première fois de la journée, l'émotion traverse le visage impassible de Traoré. Il ferme brièvement les yeux, comme pour puiser dans ses racines la force nécessaire pour la suite. « Il est temps de se préparer pour le Kremlin, » dit-il en se redressant. « La vraie diplomatie commence maintenant. » À 20h précises,
La limousine présidentielle de Traoré franchit les portes majestueuses du Kremlin. La nuit est tombée sur Moscou, et les projecteurs illuminent les dômes dorés des cathédrales, créant un spectacle féerique. Le véhicule s'arrête devant le grand palais du Kremlin. Un officier en uniforme d'apparat ouvre la portière, et Traoré descend, accompagné seulement de son interprète personnel et de son chef de la diplomatie. Ils sont conduits à travers une succession de couloirs et de salles somptueuses, témoins de siècles d'histoire russe. Les murs sont ornés de tableaux représentant des scènes de l'histoire impériale, les plafonds décorés de fresques impressionnantes. Finalement, ils parviennent à une porte en bois sculpté gardée par 2 soldats en uniforme d'élite. La porte s'ouvre sur une salle à manger intime où Poutine attend déjà, accompagné seulement de son ministre des Affaires étrangères et de son interprète personnel. Président Traoré salue Poutine en se levant. Bienvenue dans cette salle où peu d'étrangers sont invités. Traoré incline légèrement la tête en signe de respect. Je suis honoré de cette invitation, président Poutine. Les 2 hommes s'assoient face à face à une table de taille modeste, intimiste même, couverte d'une nappe blanche immaculée et garnie de vaisselle en porcelaine fine frappée des armoiries impériales russes. Un serveur silencieux apporte le premier service, un caviar d'Ossétie servi sur blinis avec crème fraîche. Le vin est un chardonnay russe de Crimée. Après quelques instants de conversation légère sur la magnificence du défilé, Poutine entre dans le vif du sujet. Votre discours a été remarquable, dit-il en fixant Traoré. Pourquoi avoir choisi de parler si ouvertement, devant le monde entier? Traoré prend le temps de savourer une bouchée de caviar avant de répondre. Parce que le respect se gagne par la vérité, non par la soumission, répond-il calmement. Vous êtes un homme qui apprécie la franchise, je crois. Un léger sourire apparaît sur le visage habituellement impassible de Poutine. En effet, la diplomatie moderne est trop souvent un théâtre d'hypocrisie. Il fait une pause, prend une gorgée de vin. Mais votre franchise pourrait compliquer vos relations avec d'autres puissances. Nous avons déjà rompu avec la France, répond Traoré sans hésitation. Et les États-Unis n'ont jamais vraiment été présents au Burkina Faso. Nous sommes libres de nos choix. Poutine hoche lentement la tête. Le 2e service arrive. Un bœuf stroganoff préparé selon la recette traditionnelle, accompagné de pommes de terre au four. L'Occident vous présentera comme mon vassal, observe Poutine. C'est leur tactique habituelle pour discréditer les leaders africains indépendants. Traoré sourit légèrement. C'est précisément pour cela que j'ai dit ce que j'ai dit aujourd'hui. Je tends une main à la Russie, mais j'ai aussi fixé des limites claires. L'Afrique cherche des partenaires, non des maîtres, qu'ils viennent de l'Ouest ou de l'Est. Le ministre russe des Affaires étrangères, qui était resté silencieux jusque-là, se penche légèrement en avant. Et quelle forme ce partenariat pourrait-il prendre, selon vous, président Traoré? Concrète et mutuellement bénéfique, répond promptement Traoré. Burkina Faso possède des ressources naturelles considérables, or, manganèse, zinc. Mais nous ne voulons plus simplement les exporter en matière brute. Nous voulons de la technologie, de l'expertise pour développer nos propres industries de transformation. Poutine acquiesce. La Russie peut offrir cela. Nous avons l'expertise minière, la technologie, et nous ne posons pas de conditions politiques à notre coopération, contrairement à certains. Nous cherchons aussi à développer notre agriculture, poursuit Traoré. Les sanctions occidentales contre la Russie ont paradoxalement créé une opportunité pour nous. Votre pays cherche de nouveaux fournisseurs alimentaires. Une observation pertinente, confirme Poutine. Nos entreprises agricoles seraient intéressées par des investissements au Burkina Faso. Traoré prend une bouchée de bœuf, puis ajoute « Mais notre priorité immédiate reste la sécurité. Les groupes terroristes menacent notre existence même. » Le visage de Poutine devient plus grave. Sur ce point, notre coopération est déjà en marche. Vos officiers reçoivent une formation en Russie. Nos conseillers militaires sont à Ouagadougou. Nous apprécions ce soutien, reconnaît Traoré. Mais il doit s'approfondir. Nous avons besoin d'équipements plus modernes, d'une formation plus poussée pour nos forces spéciales. Cela peut s'arranger, répond simplement Poutine. Au dessert, une pâtisserie traditionnelle russe accompagnée de thé servie dans des verres ornés de porte-verres en argent. Traoré surprend son hôte avec une proposition inattendue. Président Poutine, je propose l'organisation d'un sommet russo-africain à Ouagadougou d'ici la fin de l'année. Non pas un événement symbolique, mais une rencontre de travail concrète, centrée sur les partenariats économiques et sécuritaires. Poutine réfléchit un instant, puis hoche la tête avec approbation. Une excellente initiative. Trop longtemps,
Ces sommets ont été organisés sur sol européen ou russe. Il est temps que l'Afrique accueille. Alors que le dîner touche à sa fin, Poutine se lève et invite Traoré à le suivre vers une terrasse qui offre une vue spectaculaire sur Moscou illuminée. Les deux hommes se tiennent côte à côte, contemplant la ville scintillante. « Vous avez gagné le respect de la Russie aujourd'hui », dit Poutine à voix basse. Non pas en nous flattant, mais en parlant avec dignité. C'est rare dans notre monde. Le respect mutuel est la seule base durable pour toute relation, répond Traoré. Poutine se tourne vers lui et lui tend la main. À un nouveau chapitre dans les relations russo-africaines. Traoré serre fermement cette main. À un nouveau chapitre, écrit d'égal à égal. Lorsque Traoré quitte le Kremlin une heure plus tard, il remarque que les gardes russes le saluent avec un respect visible. Non plus comme un simple invité étranger, mais comme un leader qui a gagné sa place sur la scène mondiale. Dans la limousine qui le ramène à son hôtel, son ministre des Affaires étrangères ne peut contenir son enthousiasme. « Monsieur le Président, c'est historique. Poutine vous a traité comme un égal. » Traoré observe les lumières de Moscou qui défilent par la fenêtre. La place rouge, illuminée, apparaît brièvement. « Ce n'est qu'un début, dit-il calmement. Le chemin vers une véritable indépendance est encore long. » Un mois s'est écoulé depuis le discours historique de Traoré à Moscou. Dans son bureau présidentiel à Ouagadougou, il feuillette les dossiers de presse internationaux que son équipe de communication lui a préparés. Les échos de sa prise de parole continuent de résonner à travers le monde. Le New York Times a titré « Le discours qui a changé la perception de l'Afrique ». Le monde parle d'un « tournant dans les relations internationales ». Même les médias chinois ont consacré de longs articles à analyser les implications géopolitiques de ce moment. À l'université de Ouagadougou, des séminaires sont organisés pour étudier le discours ligne par ligne. Les professeurs de relations internationales y voient un cas d'école de diplomatie audacieuse. Les étudiants en sciences politiques rédigent des mémoires sur ce qu'ils appellent déjà la doctrine Traoré, l'affirmation d'une Afrique non alignée, dialoguant d'égal à égal avec toutes les puissances. Dans les rues de la capitale, des artistes ont peint des fresques représentant Traoré debout à la tribune de Moscou. Une ligne de vêtements arborant des extraits du discours fait fureur parmi la jeunesse. L'Afrique n'est plus silencieuse, devient un slogan repris dans tout le continent. À 10 heures, Traoré reçoit le nouvel ambassadeur russe, venu présenter ses lettres de créance. L'homme, qui parle un français impeccable, transmet les salutations personnelles de Poutine. Le président m'a chargé de vous informer que les premières livraisons d'équipements militaires arriveront la semaine prochaine, annonce-t-il. Et nos experts agricoles sont prêts à commencer leur mission dans la région de Bobo-Dioulasso. Traoré hoche la tête avec satisfaction. Veuillez transmettre mes remerciements au président Poutine. J'attends également une confirmation pour le sommet russo-africain d'octobre. C'est en bonne voie, assure l'ambassadeur. Déjà 15 chefs d'État africains ont confirmé leur participation. Après le départ du diplomate, Traoré reçoit son ministre de l'Éducation, un universitaire respecté qui a passé 10 ans en exil avant de revenir servir son pays. Monsieur le Président, commence-t-il avec enthousiasme, les premiers spécialistes russes en sciences et technologies sont arrivés pour notre programme de réforme universitaire. Ils ont été impressionnés par le niveau de nos étudiants. Excellent, répond Traoré. Mais souvenez-vous que notre objectif n'est pas de remplacer une influence par une autre. Nous avons également des accords avec des universités chinoises et brésiliennes. La diversification est notre force. Le ministre acquiesce respectueusement avant de poursuivre. Le discours de Moscou est maintenant au programme d'éducation civique dans nos lycées. Les jeunes sont inspirés, Monsieur le Président. Les inscriptions dans les filières diplomatiques et politiques ont augmenté de 40%. Cette nouvelle fait naître un rare sourire sur le visage habituellement grave de Traoré. Ce sont ces petites victoires qui comptent le plus, voir la jeunesse retrouver espoir et fierté. À midi, une délégation du Mali voisin arrive pour une réunion sur la sécurité régionale. Les deux pays font face aux mêmes menaces djihadistes et depuis le discours de Moscou, une nouvelle dynamique de coopération régionale s'est mise en place, indépendante des anciennes puissances coloniales. Nous devons unifier nos efforts, déclare le ministre malien de la Défense. Votre discours à Moscou a changé la donne. Même les Européens nous approchent désormais différemment, avec plus de respect. Traoré hoche la tête. C'était l'objectif. Montrer que nous pouvons parler d'égal à égal avec toutes les puissances. Mais maintenant, nous devons transformer les mots en actions concrètes. La réunion se poursuit avec des discussions techniques sur la coordination des patrouilles frontalières et le partage de renseignements. Les officiers des deux pays présentent une carte détaillée des mouvements terroristes, avec une nouvelle confiance dans leur capacité à résoudre leurs propres problèmes.
En fin d'après-midi, Traoré s'échappe de son bureau présidentiel pour une visite surprise dans un lycée de la périphérie de Ouagadougou. Ces visites impromptues sont devenues sa marque de fabrique. Un moyen de rester connecté avec la réalité quotidienne des Burkinabés. Dans la cour de l'école, les élèves, stupéfaits de voir apparaître le président, l'accueillent avec des applaudissements enthousiastes. Une jeune fille de terminale s'avance timidement. « Monsieur le Président, nous avons étudié votre discours en classe. Vous avez dit que l'Afrique n'est plus silencieuse. Que pouvons-nous faire, nous les jeunes, pour porter cette voix ?» Traoré la regarde intensément avant de répondre « Étudiez. Devenez excellent dans vos domaines. L'indépendance réelle viendra quand nos médecins, nos ingénieurs, nos professeurs seront parmi les meilleurs du monde. La vraie liberté est dans la connaissance. » Il s'adresse ensuite à tous les élèves rassemblés. « Trop longtemps, on nous a fait croire que notre destin se décidait ailleurs, à Paris, à Washington, à Moscou ou à Pékin. Ce n'est pas vrai. Il se décide ici, dans vos salles de classe, dans vos laboratoires, dans vos champs. C'est cela le message de Moscou. » De retour au palais présidentiel, Traoré termine sa journée par une conférence téléphonique avec plusieurs leaders africains qui préparent une position commune pour le prochain sommet du G20, où l'Afrique aura une présence renforcée. « Nous ne devons plus nous contenter d'être des spectateurs dans les affaires mondiales », insiste-t-il. Le discours de Moscou n'était qu'une étape. Nous devons maintenant nous faire entendre sur le climat, le commerce, la finance internationale. La nuit est déjà tombée sur Ouagadougou lorsque Traoré termine enfin ses obligations. Dans ses appartements privés, loin des caméras et du protocole, il se permet un moment de réflexion personnelle. Sur son bureau, une photo encadrée attire son attention. Celle de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987, dont il s'est toujours inspiré. À côté, un article découpé du journal panafricain Jeune Afrique titre « Traoré dans les pas de Sankara, renaissance d'une voix africaine authentique ». Traoré touche respectueusement le portrait de Sankara. « Nous continuons le chemin », murmure-t-il. Son téléphone vibre, un message de l'ancien président ghanéen qui a assisté au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. « Ton discours de Moscou a été cité 13 fois aujourd'hui. Une nouvelle ère commence. » Traoré pose le téléphone et s'approche de la fenêtre. Au loin, les lumières de Ouagadougou scintillent dans la nuit. Il pense aux défis immenses qui attendent encore son pays. La pauvreté, l'insécurité, le développement économique. Le chemin sera long et difficile. Mais quelque chose a changé depuis ce jour de mai à Moscou. Une nouvelle confiance est née, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique. Un sentiment que le continent peut enfin écrire sa propre histoire, avec sa propre voix. Demain, il visitera un village où un projet agricole innovant est en cours, financé par un partenariat russo-burkinabé. Des semences améliorées, résistantes à la sécheresse, qui promettent de transformer la production locale. C'est ce genre de coopération concrète qu'il avait en tête lorsqu'il s'est tenu sur cette tribune à Moscou. Des mots aux actes. Des discours aux réalisations. De la dépendance à la souveraineté véritable. Au fond, c'est peut-être cela le véritable héritage du discours de Moscou. Non pas seulement un moment d'audace diplomatique, mais le début d'une transformation profonde dans la façon dont l'Afrique se perçoit elle-même et est perçue par le monde. Traoré sourit légèrement dans l'obscurité. L'histoire jugera.